Le bruit de la porte de la cave, se refermant derrière nous, résonne encore dans mes oreilles, comme un tonnerre lointain. L'odeur de moisie et de poussière ancienne envahit mes narines, tandis que ma fille serre ma main, avec une force que je ne savais pas qu'elle possédait. Nous sommes dans l'obscurité presque complète. Seule une fissure de lumière pénètre par les planches vieilles du plafond. Mon cœur bat si fort que je suis certaine qu'il peut l'entendre là-haut. Mon gendre, l'homme que j'ai accueilli dans ma famille, l'homme qui maintenant nous garde prisonnières, dans le sous-sol de ma propre maison, 40 ans, 40 longues années, à garder un secret qui pèse plus lourd que toutes les pierres de cette fondation. Et maintenant, alors que j'entends ces pas furieux au-dessus de nos têtes, je réalise que tout est sur le point de s'effondrer. Ma fille chuchote quelque chose à mon oreille, mais je peux à peine traiter ces mots. Mon corps tremble, non seulement de peur, mais de quelque chose de plus profond. La culpabilité peut-être. Ou serait-ce le soulagement de voir en la fin d'un mensonge qui a consumé la moitié de mon existence? Les pas s'arrêtent. Silence absolu. C'est dans ce moment de calme assourdissant que mon esprit revient en arrière dans le temps, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de rembobinage d'une vieille cassette usée. Je vois mon visage à 20 ans, reflété dans un miroir embué d'une chambre d'hôtel bon marché. Je vois mes mains tremblantes comptant des billets d'argent qui n'étaient pas les miens. Je vois les yeux d'un homme que j'ai aimé, avec une intensité qui brûlait, mais qui détruisait aussi tout autour. La voix de ma fille me ramène au présent. Chut, maman, il ne sait pas ce qui se cache derrière ces murs. Elle a raison. Il ne sait pas. Personne ne sait. Même elle ne connaît pas toute la vérité. Comment le pourrait-elle? Comment pourrais-je regarder dans les yeux de ma propre fille et lui dire que sa vie, son existence, tout ce qu'elle croit être vrai, a été construit sur une montagne de mensonges, si haute qu'elle touche les nuages? Je l'entends bouger à nouveau. Il prenne quelque chose de lourd. Le son métallique d'outil, jeté sur le sol. Mon Dieu, que compte-t-il faire? Ma fille se recroqueville à mes côtés, et je la tire plus près, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Elle a 35 ans maintenant, mais en ce moment, elle semble en avoir 5 à nouveau. Quand elle se réveillait en criant de cauchemar et que seul moi pouvais la calmer, mais ce n'est pas un cauchemar dont nous pouvons nous réveiller. Tout a commencé en 1985. Je venais d'avoir 20 ans et je travaillais comme secrétaire dans un cabinet d'avocats au centre de Paris. Ce n'était pas un emploi glamour, mais il payait les factures et me donnait une certaine indépendance que peu de femmes de mon âge avaient à l'époque. Ma mère était morte 2 ans auparavant, et mon père était un homme distant, toujours perdu dans ses propres pensées et dans des bouteilles de vin bon marché. C'était un mardi pluvieux de novembre qu'il est entré dans le bureau pour la première fois. Laurent Poumon. Le nom provoque encore une réaction physique en moi, même après toutes ces années. 42 ans, cheveux grisonnants aux tempes, un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire de 6 mois, et un sourire qui pouvait convaincre le diable de livrer son âme sans contrat. Il avait besoin de documents notariés, quelque chose de routinier, mais la façon dont il m'a regardé quand j'ai remis les papiers n'avait rien de routinier. Les yeux bleus pénétrants semblaient voir à travers moi, comme s'il pouvait lire chaque pensée secrète, chaque désir caché que j'osais à peine m'avouer à moi-même. 3 jours plus tard, il est revenu. Cette fois sans excuse professionnelle. Il est simplement apparu à la fin de la journée et a demandé si j'aimerais dîner. J'aurais dû dire non. N'importe quelle personne sensée aurait dit non. Il était marié. C'était évident par l'alliance en or qu'il portait, par la façon dont il détournait le regard quand il mentionnait des engagements nocturnes, par la manière soigneuse dont il choisissait des restaurants loin du centre-ville. Mais j'ai dit oui. Et après cela, j'ai dit oui plus de fois que je ne peux compter. Laurent n'était pas seulement riche. Il était obscènement riche, d'une manière que moi, avec mon éducation modeste, je pouvais à peine comprendre. Des propriétés dans 3 pays, des voitures qui valaient plus que des maisons, des contacts qui incluaient des politiciens et des hommes d'affaires,
dont je voyais les noms dans les journaux. Et il me couvrait de cadeaux, pas seulement les choses évidentes, comme les bijoux et les vêtements, mais aussi des expériences, des week-ends, dans des hôtels de luxe, sur la Côte d'Azur, des dîners dans des restaurants étoilés, Michelin. Une fois, il m'a emmené en hélicoptère privé, juste pour voir le coucher du soleil sur les Alpes. J'étais complètement envoûtée, hypnotisée par un monde que je n'avais jamais imaginé pouvoir toucher, encore moins vivre, mais il y avait un prix à payer pour ce style de vie. Il y a toujours un prix. Laurent était impliqué dans des affaires qu'il décrivait vaguement comme de l'import-export. Je ne posais pas de questions, je ne voulais pas savoir. Quand je me réveillais au milieu de la nuit et que je le voyais au téléphone, parlant à voix basse en italien ou en russe, des langues que je ne comprenais pas, je me tournais simplement de l'autre côté et faisais semblant de dormir. Quand je trouvais des mallettes pleines d'argent cachées dans le placard de l'hôtel, je fermais la porte et j'oubliais ce que j'avais vu. L'ignorance était ma protection. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 6 mois après notre première rencontre, Laurent m'a fait une proposition. Il avait besoin de quelqu'un de confiance pour faire quelque chose de simple. Si simple que cela ne devrait même pas être considéré comme illégal. Selon lui, tout ce que je devais faire était de voyager en Suisse, rencontrer un homme dans un café spécifique, échanger une valise contre une autre et retourner à Paris. Pour cela, il me payait 50 000 francs, une fortune pour moi à l'époque, l'équivalent de 2 ans de mon salaire. Je me souviens d'être assise dans cette chambre d'hôtel, regardant Laurent pendant qu'il expliquait les détails, avec le même calme qu'on discute de la météo. Chaque fibre de mon être criait que c'était mal, mais alors il a mis sa main sur mon visage, m'a regardé avec ses yeux qui me faisaient sentir comme si j'étais la seule femme au monde, et a chuchoté qu'il me faisait confiance, comme il n'avait jamais fait confiance à personne. Et moi, idiote et amoureuse que j'étais, j'ai dit oui encore une fois. Le voyage à Genève s'est déroulé sans problème. La rencontre au café s'est passée exactement comme Laurent l'avait décrit. Un homme d'âge moyen, avec un journal sous le bras. Nous avons échangé les valises, sans dire un mot. J'étais de retour à Paris, ce soir-là même, avec 50 000 francs en espèces, dans mon sac, et une sensation croissante de nausée dans l'estomac. Mais l'argent a calmé ma conscience, ou du moins, l'a fait taire suffisamment pour que je puisse dormir la nuit. Et quand Laurent m'a demandé de faire la même chose, à nouveau 1 mois plus tard, cette fois pour 100 000 francs, j'ai accepté sans hésiter, autant que la première fois. C'est devenu une routine. 1 fois par mois, parfois 2, je voyageais. Genève, Zurich, Milan, Bruxelles. Toujours la même procédure. Toujours des valises que je n'ouvrais jamais. Toujours de l'argent que je déposais dans un compte bancaire que Laurent avait ouvert pour moi, sous un faux nom. En un an, j'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser dans toute une vie, mais j'avais aussi quelque chose d'autre. La peur. Une peur constante et croissante, qui me suivait comme une ombre. Je savais que ce que je faisais était mal. Je savais que si j'étais prise, il n'y aurait pas d'excuse qui me sauverait. Mais j'étais prise dans un piège de ma propre création, construit avec la cupidité et la passion à parts égales. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Le monde s'est arrêté à ce moment-là. Assise sur le sol froid de la salle de bain de mon appartement, regardant ce test de grossesse positif, j'ai senti comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Laurent était marié. Il avait 3 enfants. Sa femme venait d'une famille encore plus puissante que la sienne. Un divorce était impensable. Un scandale serait ruineux. Quand je lui ai dit, j'ai attendu la colère, le déni, peut-être même des accusations, que l'enfant n'était pas de lui, mais Laurent m'a surprise. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre de l'hôtel où nous nous rencontrions, puis s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, la vulnérabilité. « Laisse-moi prendre soin de toi », a-t-il dit. De vous deux, je vais acheter un appartement pour toi, établir un fonds fiduciaire pour l'enfant. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler, plus jamais besoin de t'inquiéter pour l'argent. Tout ce que je demande, c'est la discrétion,
Commentez de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore savoir que mes mots atteignent des gens de lieux si différents, que mes souvenirs, aussi douloureux soient-ils, touchent des cœurs dans des coins éloignés du monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Les histoires que je partage ici ne sont pas seulement pour le divertissement, ce sont des leçons de vie, des avertissements sur les chemins dangereux que nous pouvons prendre quand nous laissons nos cœurs guider nos décisions sans écouter la voix de la raison. Ne manquez pas les prochaines histoires. Elles vont vous en apprendre de plus en plus sur la vie, sur les choix que nous faisons et les conséquences que nous portons. J'aurais dû dire non à Laurent à ce moment-là. J'aurais dû prendre mes affaires, partir, élever ma fille, loin de ce monde de mensonges et d'argent sale, et la peur de la pauvreté. La peur d'élever un enfant seul sans ressources, la peur de redevenir insignifiante après avoir goûté au luxe. Tout cela m'a paralysée, alors j'ai accepté. J'ai accepté l'appartement luxueux dans le 16e arrondissement. J'ai accepté l'argent mensuel qui apparaissait comme par magie dans mon compte. J'ai accepté les visites sporadiques de Laurent qui venait voir sa fille seulement quand son emploi du temps le permettait, toujours tard le soir, toujours pour seulement quelques heures. Sophie est née un matin froid de mars. Elle était parfaite, minuscule, rose, avec une chevelure foncée qui me rappelait ma propre mère. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai ressenti une vague d'amour si intense qu'elle m'a presque renversée, et j'ai aussi ressenti quelque chose d'autre, la détermination. Je ferai n'importe quoi pour la protéger, pour garantir qu'elle ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues, même si cela signifiait continuer à vivre un mensonge. Laurent a été généreux, je dois l'admettre. Il a fourni les meilleurs soins médicaux pour Sophie, payé des nounous quand j'en avais besoin, et s'assurait toujours que nous avions plus que suffisant, mais il s'assurait aussi que je reste utile pour lui. 3 mois après la naissance de Sophie, Laurent est apparu à l'appartement, avec ce regard que j'avais appris à reconnaître. Il avait besoin de moi pour un autre voyage. Cette fois, à Amsterdam. J'ai essayé de protester. J'ai dit que je ne pouvais pas laisser le bébé. Mais il avait déjà tout organisé. Une nounou de confiance resterait avec Sophie. Je serais de retour en 24 heures. Et le paiement serait de 200 000 francs. 200 000 francs. Assez pour garantir l'avenir universitaire de Sophie. Assez pour que je puisse finalement arrêter et dire non aux prochaines demandes. Mais cela n'a jamais été le dernier voyage. Jamais. Les années ont passé dans un brouillard étrange. Sophie grandissait, une belle fille intelligente qui adorait les livres et les dessins. Je continuais à faire mes voyages mensuels, chacun déposant plus d'argent dans des comptes répartis dans différents pays. Laurent visitait quand il le pouvait, apportant toujours des cadeaux extravagants pour Sophie, m'assurant toujours que tout cela était temporaire, qu'il trouverait bientôt un moyen de quitter sa femme, de finalement assumer notre famille publiquement. Des mensonges, tous des mensonges, mais c'était des mensonges que je voulais croire. Quand Sophie avait 8 ans, quelque chose a changé. Laurent a commencé à devenir plus nerveux, plus distant. Ses appels téléphoniques sont devenus plus fréquents et plus urgents. Il a commencé à parler de la nécessité de déplacer de l'argent, de cacher des actifs, de préparer des plans de contingence. Je ne comprenais pas complètement ce qui se passait, mais je pouvais sentir la tempête approcher. Et puis, une nuit, tout s'est effondré. Il était 2 heures du matin quand j'ai entendu le coup à la porte. Ce n'était pas le coup poli d'un voisin ou le coup familier de Laurent. C'était autoritaire, insistant, menaçant. J'ai regardé par le huton et mon sang s'est glacé. Police. Au moins 6 officiers, tous avec des expressions sérieuses, certains avec les mains près de leurs armes. Ma première pensée a été Sophie. Elle dormait dans sa chambre. Inconsciente du cauchemar qui était sur le point de commencer, j'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais ils ont commencé à crier qu'ils avaient un mandat, qu'ils enfonceraient la porte si nécessaire.
Alors j'ai ouvert. Ils ont envahi comme une vague, se répandant dans l'appartement avec une efficacité qui suggérait beaucoup de pratique. L'un d'eux est resté avec moi dans le salon, m'empêchant de bouger, pendant que d'autres fouillaient chaque pièce. Je les ai entendus ouvrir des armoires, fouiller des tiroirs, retourner des matelas. J'ai entendu Sophie commencer à pleurer, effrayée par le bruit et par les étrangers dans notre maison. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je crié, essayant de paraître indignée, alors qu'en réalité, j'étais terrifiée. Quelle est la signification de cela? L'officier qui semblait être en charge, un homme d'une quarantaine d'années, avec des yeux fatigués et une expression qui ne révélait rien, s'est approché de moi avec un dossier à la main. « Madame Chloé Rivière, vous êtes en cours d'enquête pour participation à des opérations de blanchiment d'argent, trafic international et association à une organisation criminelle. Vous avez le droit de garder le silence et le droit à un avocat. » Les mots ne semblaient pas réels. C'était comme s'il parlait dans une langue étrangère que je ne comprenais pas complètement. Blanchiment d'argent, organisation criminelle. C'était des choses qui arrivaient dans les films, pas dans la vraie vie, pas dans ma vie. Mais alors, ils ont commencé à retirer des dates et des boîtes de documents du bureau que j'avais dans l'appartement, documents de mes voyages, reçus d'hôtel, relevés bancaires de compte dont je ne savais même pas qu'ils étaient à mon nom. Chaque morceau de papier était une preuve de plus de la profondeur du trou que j'avais creusé. Laurent Beaumont est en cours d'arrestation en ce moment, m'a informé l'officier. Observant ma réaction attentivement, son opération s'effondre. Nous avons assez de preuves pour poursuivre des dizaines de personnes. Vous pouvez faciliter les choses pour vous-même en coopérant avec nous. Coopérer, quel mot intéressant. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était trahir le père de ma fille, l'homme que j'aimais malgré tout. L'homme qui m'avait donné une vie que je n'aurais jamais pu atteindre seule. Mais alors j'ai regardé Sophie, debout dans l'embrasure de sa chambre, dans son pyjama de licorne, avec des larmes coulant sur son visage, confuse et terrifiée, et j'ai su que je n'avais pas le choix. J'ai tout raconté. Chaque voyage, chaque échange, chaque compte bancaire. J'ai parlé pendant des heures, pendant que des enregistreurs capturaient chaque mot, pendant que des avocats que je n'avais pas appelés prenaient des notes, pendant que Sophie était emmenée par une assistante sociale. Loin de tout cela, il a fallu 3 jours avant qu'on me permette de revoir ma fille. 3 jours pendant lesquels j'ai été interrogée, photographiée, fichée comme une criminelle ordinaire. 3 jours où j'ai à peine dormi, mangeant de la nourriture qui n'avait pas de goût, dans une cellule qui sentait le désespoir et le regret quand on m'a finalement laissé partir. C'était à la condition que je continue à coopérer. Je devrais témoigner contre Laurent et d'autres membres de l'organisation. En échange, je ne serai pas emprisonnée, mais je serai assignée à résidence jusqu'au procès et je recevrai probablement une liberté conditionnelle et une lourde amende au lieu de la prison. Sophie est rentrée à la maison avec moi, mais quelque chose avait changé entre nous. Elle me regardait différemment, avec un mélange de confusion et de peur qui brisait mon cœur. Comment pourrais-je expliquer à une enfant de 8 ans que sa mère était une criminelle? Comment pourrais-je lui faire comprendre que tout ce que j'avais fait, aussi mal que ce soit, avait été en partie pour elle? Le procès a duré des mois. Je m'asseyais dans cette salle d'audience, jour après jour, évitant le regard de Laurent quand il était amené menotté, écoutant les procureurs décrire en détail minutieux l'étendue des opérations criminelles dont j'avais fait partie. Des centaines de millions de francs blanchis à travers des entreprises fantômes, des connexions avec des cartels de la drogue, avec des trafiquants d'armes, avec des groupes terroristes. Je n'avais aucune idée. Je jure que je n'avais aucune idée de l'ampleur de tout cela. Je pensais que c'était peut-être de l'évasion fiscale, quelque chose de relativement mineur, mais la réalité était bien pire. Laurent a reçu 20 ans de prison. D'autres ont reçu des peines similaires. J'ai reçu 3 ans de liberté conditionnelle, 1000 heures de travail d'intérêt général
et une amende d'un demi-million de francs. Mais pire que toute punition légale a été la punition sociale. Notre visage était dans tous les journaux. Mon nom est devenu synonyme de cupidité et de stupidité. Sophie a été intimidée à l'école, jusqu'à ce que nous devions la changer 3 fois. Et cet argent pour lequel j'avais vendu mon âme. Confisqué, gelé. Chaque actif saisi. Je me suis retrouvée avec rien d'autre qu'une petite pension et un appartement modeste que le gouvernement m'a permis de garder par pitié. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'ont pas confisqué, parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Des années auparavant, lors d'un de mes voyages à Zurich, Laurent m'avait donné des instructions spéciales. Il m'avait remis une petite clé et une adresse. Il m'avait dit de louer un coffre dans une banque spécifique et d'y déposer une certaine somme. 50 000 francs en or pour les urgences, avait-il dit. Quelque chose que seul toi et moi savons qui existe. J'avais complètement oublié ce coffre, jusqu'à des mois après le procès. Une nuit, en fouillant mes affaires, à la recherche de quelque chose sans rapport, j'ai trouvé la clé cachée à l'intérieur d'un vieux livre. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Serait-il toujours là? Les enquêteurs avaient-ils trouvé ce compte? J'ai attendu 1 an entier, puis 2, toujours avec la peur que la police puisse m'observer, que tout mouvement suspect puisse mener à plus de problèmes. Mais finalement, quand il semblait que tout le monde m'avait oublié, quand les gros titres étaient passés à d'autres scandales, j'ai fait un voyage discret à Zurich. Le coffre était toujours là, intact. L'or valait maintenant encore plus que lorsqu'il avait été déposé. C'était suffisant pour recommencer, pour donner à Sophie une vie meilleure, pour peut-être un jour laisser derrière nous le cauchemar que notre vie était devenue. Mais je n'y ai pas touché, pas immédiatement, parce que quelque chose en moi, quelques restes de conscience, ou peut-être juste la peur d'être prise à nouveau, m'en a empêché. Au lieu de cela, j'ai simplement confirmé qu'il était là, et je suis rentrée chez moi, avec la clé de retour à sa cachette, dans le livre. Sophie a grandi, malgré tout. Elle est devenue une femme merveilleuse. Elle a étudié le droit, ironiquement, et est devenue avocate de la défense. Elle voulait aider les gens qui avaient fait des erreurs, m'a-t-elle dit une fois. Des gens comme moi, qui s'étaient perdus, mais méritaient une seconde chance. Elle a rencontré Pierre quand elle avait 28 ans. Il était chef dans un restaurant populaire, charismatique et charmant. Ils se sont mariés après seulement 6 mois de fréquentation. J'avais des réserves depuis le début. Il y avait quelque chose chez Pierre qui me rappelait Laurent. Pas physiquement, mais dans la façon dont il regardait Sophie, comme si elle était une possession, pas une partenaire, comme s'il calculait toujours quelque chose derrière ce sourire charmeur. Mais Sophie était amoureuse, et qui étais-je pour juger les choix romantiques de quelqu'un? Moi, qui avais gaspillé ma jeunesse, avec un homme marié et criminel. Alors j'ai gardé mes inquiétudes pour moi, et je leur ai donné ma bénédiction. Les premières années du mariage semblaient heureuses. Pierre a ouvert son propre restaurant, une entreprise ambitieuse qui a nécessité un prêt important. Sophie travaillait de longues heures dans son cabinet d'avocat pour l'aider à payer les factures. Ils ont acheté une maison, une belle propriété en banlieue avec un grand jardin et, pertinent pour cette histoire, une cave spacieuse que Pierre insistait pour rénover lui-même. Je les visitais régulièrement, apportant des dîners faits maison quand Sophie était trop fatiguée pour cuisiner, aidant avec de petites préparations. Quand Pierre était occupé au restaurant, la maison était charmante, mais il y avait quelque chose à propos de cette cave qui me mettait toujours mal à l'aise. Peut-être était-ce la façon dont Pierre insistait pour garder la porte verrouillée, disant que c'était dangereux de descendre avec tous les outils et matériaux de construction éparpillés, ou peut-être était-ce la façon dont ses yeux changeaient, devenant froids et distants chaque fois que quelqu'un mentionnait vouloir voir le progrès des rénovations. Il y a 3 mois, Sophie est venue me rendre visite dans mon appartement. Elle semblait épuisée,
avec des cernes profonds et les mains tremblant légèrement. Pendant qu'elle tenait sa tasse de café, elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose, mais m'a fait promettre de ne pas le dire à Pierre. Pierre avait des problèmes financiers, le restaurant ne marchait pas bien, il avait des dettes, beaucoup de dettes, et il commençait à devenir désespéré, posant des questions sur mon passé, sur ce qui était arrivé à tout l'argent. Si peut-être j'avais caché quelque chose que les enquêteurs n'avaient pas trouvé. Mon sang s'est glacé. Comment pouvait-il savoir cela? Sophie a juré qu'elle n'avait jamais mentionné quoi que ce soit sur la possibilité d'argent caché. Elle-même ne croyait pas qu'il y ait quelque chose. Alors comment Pierre avait-il cette idée dans la tête? À moins qu'il ait enquêté, à moins qu'il ait fouillé dans de vieux dossiers, lu des rapports de procès, peut-être même parlé à des gens qui étaient impliqués à l'époque. À moins qu'il se soit marié avec Sophie, non seulement par amour, mais parce qu'il y voyait une opportunité. La pensée m'a rendu malade. J'ai conseillé à Sophie d'être prudente, de peut-être envisager une séparation si Pierre devenait obsessionnel. Mais elle a défendu son mari, disant qu'il était juste sous beaucoup de stress, que les choses s'amélioreraient quand le restaurant se stabiliserait. L'amour l'aveuglait, tout comme il m'avait aveuglé tant d'années auparavant. 2 semaines après cette conversation, Sophie m'a appelé paniquée. Pierre avait trouvé quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais il était rentré à la maison dans un état maniaque, disant qu'il avait toujours su, qu'il avait eu raison depuis le début. Il était dans la cave, faisant quelque chose, refusant de la laisser voir. J'y suis allée immédiatement. Quand je suis arrivée, la porte d'entrée était ouverte. J'ai trouvé Sophie dans la cuisine, pâle comme un fantôme. Pierre était à l'étage, a-t-elle chuchoté. Il avait verrouillé la chambre et cherchait quelque chose. Elle l'avait entendu parler au téléphone avec quelqu'un, mentionnant des sommes d'argent, parlant d'or. Mon estomac a coulé. Le coffre. D'une manière ou d'une autre, Pierre avait découvert le coffre à Zurich. Mais comment? J'avais été si prudente. La clé était cachée dans mon appartement, dans un endroit auquel personne ne penserait jamais à chercher, sauf qu'elle n'y était plus. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, et que j'ai vérifié, le livre avait été déplacé, la clé avait disparu. Pierre avait été dans mon appartement des semaines auparavant, aidant à réparer un tuyau qui fuyait. Il avait dû profiter d'un moment où j'étais distraite pour fouiller, chercher et finalement trouver ce qu'il cherchait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de parler à Pierre, mais il m'évitait. Quand j'ai finalement réussi à le coincer, il a nié savoir quoi que ce soit sur une clé ou un coffre. Mais j'ai vu le mensonge dans ses yeux. J'ai vu la même cupidité que j'avais vue dans le miroir toutes ces années auparavant, quand j'étais impliquée avec Laurent. Hier, les choses ont dégénéré. Sophie m'a appelé fesse continue disant que Pierre agissait étrangement, qu'il lui avait dit de m'amener à la maison, parce que nous devions avoir une conversation familiale importante. Son ton était urgent, presque menaçant. Elle avait peur. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû rester loin. Mais Sophie est ma fille, et je ferai n'importe quoi pour elle. Alors j'y suis allée. Quand nous sommes arrivés, Pierre attendait. Son visage était tendu, les yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il nous a conduites au salon. Et puis, sans avertissement, son expression a changé. Elle est devenue froide, calculatrice. Je sais pour l'or, a-t-il dit simplement. Je sais que tu as accès à au moins 50 000 francs en or dans un coffre à Zurich. Et tu vas me donner cette clé et me dire tout ce que j'ai besoin de savoir pour y accéder, ou je vais tout exposer. Je vais aller voir les journaux, la police, tous ceux qui écouteront, et je vais raconter que tu as violé les termes de ta liberté conditionnelle en cachant des actifs. J'ai essayé d'argumenter, j'ai essayé d'expliquer que l'or était pour Sophie, pour son avenir, mais il est un son amer et laid. Sophie n'a pas besoin de ton argent de sang, a-t-il craché. Elle m'a moi. Ce dont j'ai besoin, c'est de résoudre mes... Et tu vas m'aider, ou ta fille va finalement savoir toute la vérité sur le genre de personne que sa mère est vraiment. Et là que Sophie est intervenue, me défendant, disant à Pierre qu'il était ridicule,
qu'ils devaient arrêter avec cette obsession. Ils ont commencé à se disputer, les voix devenant de plus en plus fortes. Et puis Pierre a fait quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Il a attrapé Sophie par le bras, avec assez de force pour la faire crier, et a commencé à la traîner vers la porte de la cave. J'ai essayé d'intervenir, mais il m'a poussé aussi, et avant que nous puissions réagir, nous titubions toutes les deux dans l'escalier. La porte s'est refermée derrière nous avec un coup final, et nous avons entendu le verrou tourner, et nous voilà. Dans le noir, écoutant Pierre au-dessus de nous, faisant Dieu sait quoi. Mais ma fille est calme, étrangement calme. Et maintenant, alors que mes yeux s'ajustent à la faible lumière qui filtre par les fissures, elle se déplace avec détermination jusqu'au mur du fond de la cave. Ses doigts trouvent quelque chose, appris, et une section du mur bouge. Derrière elle, il y a une pièce. Petite, mais clairement habitable. Il y a un lit, quelques étagères avec des provisions. Et plus important, un téléphone. Sophie se tourne vers moi, et pour la première fois, je réalise qu'elle n'a pas peur. Elle est en colère. Pierre n'est pas la première personne à me sous-estimer, maman, dit-elle calmement, et il ne sera pas le dernier. Je savais qu'il planifiait quelque chose. Pourquoi crois-tu que j'ai insisté pour qu'il rénove cette cave? Pourquoi crois-tu que j'ai suggéré spécifiquement qu'il construise une salle de stockage supplémentaire à l'arrière? Je suis sous le choc. Ma fille, ma douce Sophie, avait planifié cela. Tu n'es pas la seule à avoir appris à anticiper, maman. Continue-t-elle. Tu n'es pas la seule à avoir appris que parfois il faut créer ses propres sorties. Maintenant, appelons la police. Et finissons-en enfin. Pierre va découvrir qu'enfermer 2 femmes de la famille Rivière a été la plus grande erreur de sa vie. Elle prend le téléphone, mais avant qu'elle puisse composer, je l'arrête. Il y a quelque chose que je dois lui dire d'abord. Tout ce qu'elle sait de notre histoire est correct, mais il y a une partie que j'ai omise, une partie cruciale. L'or à Zurich. Ce ne sont pas 50 000 francs. Ce sont 500 000. Laurent m'avait dit 50 000 comme un test, pour voir si je pouvais garder un secret, même de lui. Le montant réel était 10 fois plus important, et je ne l'ai jamais dit à personne. Ni aux enquêteurs, ni aux avocats, ni même à Sophie, et il y a plus. Pendant toutes ces années, j'ai fait de petits ajouts au coffre. Des investissements modestes, mais stratégiques. Cet argent a grandi. Aujourd'hui, il vaut environ 2 millions d'euros. Sophie me regarde, et je ne sais pas si ce que je vois dans ses yeux est de l'admiration ou de l'horreur. 2 millions, répète-t-elle lentement. 2 millions, je confirme. Ton avenir, notre avenir. Loin des hommes comme Pierre, loin des mensonges et des manipulations. Mais d'abord, nous devons nous occuper de lui. Nous devons nous assurer qu'il ne nous menace plus jamais. Ma fille sourit, et c'est un sourire que je reconnais, parce que je l'ai déjà vu dans le miroir. La détermination mélangée à quelque chose de plus sombre. Alors, faisons-le correctement, dit-elle. Utilisons cette pièce, non seulement pour s'échapper, mais pour renverser la situation. Pierre veut jouer avec la manipulation et la cupidité. Montrons-lui comment les vrais maîtres font ça. Nous passons l'heure suivante à planifier. Sophie, avec son esprit juridique aiguisé, élabore un plan si complexe qu'il me fait réaliser que j'ai sous-estimé ma fille toutes ces années. Elle a appris plus de mes leçons accidentelles que je ne l'ai jamais imaginé. D'abord, elle utilise le téléphone pour appeler non pas la police, mais un contact qu'elle a au cabinet d'avocats en qui elle a une confiance implicite. Elle explique la situation calmement, donne des instructions spécifiques sur les documents qui doivent être préparés, les comptes qui doivent être déplacés. Elle crée une trace écrite qui nous protégera toutes les deux tout en exposant Pierre. Ensuite, et c'est génial, elle appelle Pierre lui-même. Nous avons trouvé quelque chose ici, en bas que tu vas vouloir voir, dit-elle quand il répond, sa voix parfaitement calme. Quelque chose que ma mère a caché il y a des années. Mais tu dois descendre ici. C'est derrière un mur,
et nous n'arrivons pas à le déplacer seul. Je peux l'entendre hésiter. Il n'est pas complètement stupide, mais la cupidité, comme toujours, l'emporte sur la prudence. 5 minutes, dit-il. Et pas de tour. Sophie raccroche et me regarde. Quand il descendra, tu resteras ici dans la pièce cachée. Je serai là dehors. Il y aura une confrontation, mais j'ai la situation sous contrôle. Fais-moi confiance, maman. Et je lui fais confiance. Pour la première fois depuis longtemps, je fais complètement confiance à quelqu'un d'autre que moi-même. Nous entendons la porte de la cave s'ouvrir. Les pas de Pierre descendant les escaliers sont prudents, lents. Il essaie de paraître en contrôle, mais je peux entendre l'anxiété dans chaque mouvement. J'entre rapidement dans la pièce cachée, laissant la porte entr'ouverte, juste assez pour voir et entendre ce qui se passe. Pierre arrive au pied de l'escalier, avec une lampe torche, illuminant l'espace. « Où est ta mère? Exige-t-il. »« Ici, » dit Sophie, pointant vers le mur où se trouve la pièce cachée. Elle a trouvé le compartiment. Elle est là-dedans maintenant. Essayons d'ouvrir un vieux coffre. Tu dois aider. Pierre s'approche. Sa cupidité, dépassant tout instinct d'autopréservation, il n'est qu'à quelques pas de l'entrée quand Sophie bouge. Rapide comme l'éclair, elle pousse une pile de vieilles boîtes qu'elle avait stratégiquement positionnées, bloquant partiellement son chemin et le faisant trébucher. Dans le moment de confusion, Sophie crie fort, si fort que je suis sûre que les voisins peuvent entendre. À l'aide, il essaie de me faire du mal. Quelqu'un appelle la police. Pierre est étourdi, essayant de comprendre ce qui s'est passé, quand nous entendons quelque chose qui fait bondir mon cœur. Les sirènes. S'approchant rapidement, tu n'as pas appelé ton collègue de travail. Je réalise à voix haute. Toujours caché. Tu as appelé la police d'abord. Sophie sourit dans cette direction. Bien qu'elle ne puisse pas me voir, j'ai appelé les deux. Mon collègue prépare notre défense légale. La police arrive, parce que j'ai signalé un enlèvement et des menaces. Et Pierre, cher stupide Pierre, se tient ici dans la cave, avec 2 femmes, qu'il a enfermées, entouré de preuves de sa paranoïa et de sa cupidité. Tu m'as tendu un piège, chuchote Pierre. La réalisation arrivant enfin. Non, corrige Sophie. Tu t'es tendu un piège à toi-même. Nous avons juste donné la corde. La police arrive en quelques minutes. Ils trouvent la porte de la cave verrouillée de l'extérieur, ce qui confirme immédiatement notre histoire que nous avons été enfermés. Ils trouvent Pierre dans la cave avec nous, agité et essayant d'expliquer quelque chose sur de l'argent caché et des coffres, ce qui le fait juste paraître plus instable. Sophie explique calmement aux officiers que son mari a été sous un stress financier extrême, qu'il a commencé à avoir des délires sur de l'argent caché de mon passé criminel, qu'il est devenu progressivement plus agressif et paranoïaque. Elle montre des messages textes qui documentent son comportement erratique des dernières semaines. Des messages qu'elle a sagement préservés, spécifiquement pour ce but. Je corrobore son histoire, ajoutant des détails sur comment Pierre m'avait confronté, comment il avait menacé d'exposer des crimes allégués que je n'avais pas commis, comment il était devenu obsédé par une fantaisie de richesse cachée qui n'existait tout simplement pas. Je ne mentionne pas le coffre à Zurich. Pourquoi le mentionnerais-je? Ce serait admettre que Pierre avait raison, et en ce moment, le récit est qu'il délirait. Pierre est emmené pour évaluation psychiatrique. Sophie entame des procédures de divorce le lendemain, et moi, finalement, après 40 ans, je sens comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce qu'il y a toujours la question de l'argent. 2 semaines plus tard, Sophie et moi sommes assises dans mon appartement, prenons le thé, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, mais il y a une tension dans l'air. Une question non formulée, planant entre nous. Finalement, Sophie parle. L'argent à Zurich. C'est réel, n'est-ce pas? Je pouvais mentir. Je pouvais dire que j'ai tout inventé pour effrayer Pierre. Mais je suis fatiguée des mensonges. Et, j'admets, c'est réel. Et c'est à toi. Ça a toujours été destiné à toi. Sophie reste silencieuse pendant un long moment,
Puis, de manière inattendue, élevée. Un son authentique, libre, que je n'ai pas entendu d'elle depuis des années. Tu sais ce qui est drôle, maman, dit-elle, je ne veux pas d'argent qui vient de cet endroit, de cette époque. J'ai construit une carrière, j'ai construit une vie, et oui, peut-être que j'ai maintenant quelques problèmes financiers à cause du divorce. Mais je vais m'en sortir. À ma façon, la bonne façon. La façon, je répète, la bonne façon. Mais, continue-t-elle, il y a quelque chose que nous pouvons faire avec cet argent. Quelque chose qui pourrait commencer à équilibrer la balance de tout ce qui s'est passé, et ainsi, dans les semaines suivantes, nous travaillons ensemble sur un plan pour utiliser l'argent à Zurich, pour créer une fondation qui aide les femmes qui ont commis des crimes non violents, en particulier celles qui ont été manipulées ou contraintes par des partenaires ou des amants à reconstruire leur vie après avoir purgé leur peine. Sophie utilise son expérience juridique pour tout structurer correctement. Nous trouvons des moyens de légitimer l'argent à travers des investissements et des dons qui résisteront à l'examen juridique. Ce n'est pas rapide et ce n'est pas facile, mais lentement, l'argent qui représentait autrefois ma honte et mon secret le plus sombre commence à se transformer en quelque chose avec un but. La fondation ouvre 6 mois plus tard. Nous n'utilisons pas nos vrais noms en lien avec elle, bien sûr, mais nous savons, et c'est suffisant. Pierre essaie de causer des problèmes de l'hôpital psychiatrique où il est maintenu pour évaluation. Il engage des avocats, fait des allégations sur de l'argent caché, essaie d'argumenter que c'était Sophie qui l'avait manipulé, mais sans preuve, sans la clé qu'il n'a jamais récupérée, et avec une montagne de preuves de son comportement erratique. Personne ne prend ses accusations au sérieux. Finalement, il est diagnostiqué avec un trouble de stress lié à ses difficultés financières et libéré avec des ordres de continuer le traitement. Le divorce est finalisé. Sophie parvient à garder la maison, ironiquement y compris la cave qui a été le théâtre de son retournement de situation contre lui. Quant à moi, je continue à vivre ma vie tranquille. Je travaille comme bénévole dans la fondation que nous avons aidé à créer. Je vois Sophie régulièrement. Et la nuit, quand je suis seule, je pense parfois à Laurent. Ah où il est maintenant, s'il est toujours vivant, s'il pense parfois à la fille qu'il a rarement connue. Mais surtout, je pense au choix. À comment une seule décision, un seul oui quand ça aurait dû être non, peut altérer le cours d'une vie entière. À comment nous portons nos secrets comme des pierres lourdes, et comment parfois, la seule façon d'avancer est de finalement peser ces pierres. Le secret que j'ai gardé pendant 40 ans n'était pas seulement à propos d'argent, c'était à propos de la peur. La peur d'être insignifiante, la peur d'être pauvre, la peur de ne pas être suffisante. Cette peur m'a amené à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Elle m'a transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas quand je me regardais dans le miroir. Mais elle m'a aussi donné Sophie, et à travers elle, j'ai appris que parfois, nos pires erreurs peuvent mener à nos plus grandes bénédictions, non pas parce que les erreurs sont justifiées, mais parce qu'elles nous forcent à confronter qui nous sommes vraiment et qui nous venons être. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Sophie en a 35. Et pour la première fois en décennies, nous sommes toutes les deux vraiment libres. Libres de secrets, libres de mensonges, libres d'hommes qui essaient de nous utiliser pour leur propre gain. La pièce cachée dans la cave de la maison de Sophie demeure. Elle dit que c'est un rappel que nous devons toujours avoir une sortie, un plan, un moyen de nous protéger, mais aussi un rappel que parfois, les murs que nous construisons pour nous protéger peuvent aussi devenir les outils que nous utilisons pour nous libérer. L'argent à Zurich, officiellement il n'existe plus. Il a été déplacé, blanchi de manière légale cette fois, transformé en investissement légitime, qui finance la fondation. Le coffre est vide maintenant. J'y suis allée une dernière fois, il y a quelques mois, juste pour voir l'espace vide, où il y avait autrefois tant de pouvoir et tant de peur. J'ai fermé la porte du coffre, pour la dernière fois, et je suis sortie de la banque,
en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 40 ans, la légèreté, comme si j'avais finalement posé un fardeau, mais les cicatrices demeurent. Dans les nuits silencieuses, je me réveille encore parfois avec des cauchemars. Je rêve de coups à la porte, de sirènes, de regards de jugement. Je rêve du visage de Laurent, de la façon dont il me regardait, comme si j'étais à la fois son salut et sa ruine. Et parfois, je rêve de la jeune femme de 20 ans que j'étais autrefois, la fille qui pensait que l'amour et l'argent pouvaient combler le vide en elle, la fille qui ne comprenait pas que certains vides ne peuvent jamais être comblés, seulement acceptés et appris à vivre avec. Si je pouvais revenir en arrière et donner un conseil à cette jeune fille, que dirais-je? Ne fais pas ces erreurs. Ne t'implique pas avec Laurent. Ne fais pas ces voyages. N'accepte pas cet argent. Ne construis pas ta vie sur une fondation de sable. Mais si je faisais ça, Sophie n'existerait pas. Et malgré tout, malgré la douleur et la honte, et les années perdues à la peur et au mensonge, je ne peux pas imaginer un monde sans ma fille. Alors, peut-être que ce que je dirais c'est ceci. Chaque choix a un coût. Chaque chemin que nous prenons ferme d'autres chemins. La clé n'est pas d'éviter les erreurs, parce que les erreurs sont inévitables. La clé est d'apprendre d'elles, de grandir à travers elles, et de trouver un moyen de transformer les cendres de nos échecs en quelque chose qui a du sens. La fondation que nous avons créée a déjà aidé des dizaines de femmes. Des femmes comme moi, qui se sont perdues, qui ont fait de mauvais choix pour des raisons désespérées, qui méritent une seconde chance. Chaque fois que je vois l'une d'elles reconstruire sa vie, obtenir un emploi honnête, reconnecter avec sa famille, je sens comme si une petite partie de la dette que je dois à l'univers était payée. Ce ne sera jamais suffisant. Je ne pourrai jamais défaire les dommages auxquels j'ai participé à causer, ou indirectement, les gens qui ont été blessés par les opérations de Laurent, les familles détruites par les drogues, qu'il a aidé à faire du trafic, les vies perdues à cause de la violence que son argent a financée. C'est au-delà de ma capacité à réparer, mais je peux faire quelque chose. Et je le fais. Sophie dit que je suis trop dure avec moi-même. Elle dit que j'étais jeune, manipulée, dans une position où j'avais peu de pouvoir réel. Et il y a une certaine vérité à cela. Mais il y a aussi de la vérité dans le fait que j'ai fait des choix. À chaque carrefour, j'aurais pu partir. Et je ne l'ai pas fait. C'est la partie la plus difficile à accepter. Non pas que j'étais une victime, parce que je l'étais, mais aussi que j'étais complice. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. La cave où Pierre nous a enfermés a été rénovée depuis. Sophie l'a transformée en un beau bureau à domicile, bien éclairé, avec les murs peints d'un blanc brillant qui semble repousser toutes les ombres. La pièce cachée est toujours là, mais maintenant, elle l'utilise pour stocker des documents importants, des souvenirs de famille, des choses qui valent la peine d'être protégées. Quand je lui rends visite, je me tiens parfois dans cet espace, et je me souviens de cette nuit, la peur, l'incertitude, mais aussi le calme étrange qui est venu quand nous avons finalement arrêté de fuir et décidé de faire face à la situation de front. Il y a du pouvoir à confronter ces démons, il y a de la liberté à finalement dire la vérité, même quand cette vérité est laide et inconfortable. Mon histoire n'est pas belle, elle n'est pas édifiante de façon traditionnelle. Je ne peux pas dire que tout est arrivé pour une raison, ou que tout s'est parfaitement résolu à la fin. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ce que je peux dire c'est ceci. J'ai survécu. Plus que ça, j'ai trouvé un moyen de vivre avec mes choix, de posséder mes erreurs, et d'essayer de faire mieux à partir de maintenant. Sophie prospère. Son cabinet d'avocats grandit. Elle s'est spécialisée dans la défense de personnes accusées de crimes financiers, utilisant sa perspective unique pour comprendre les nuances de cas où les lignes entre victime et auteur sont floues. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, mieux que bonne. Elle est brillante, et elle a appris quelque chose qui m'a pris des décennies à comprendre, que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du pouvoir sur les autres. Elle vient de se connaître soi-même,
de comprendre ses propres vulnérabilités et de travailler consciemment pour ne pas les laisser vous contrôler. Parfois, elle me demande si je regrette. Laurent, les voyages, les choix que j'ai faits. Et la réponse honnête est compliquée. Je regrette les dommages causés. Je regrette la douleur que j'ai apportée à ma fille. Je regrette les années perdues, à la peur et au secret, mais je ne regrette pas Sophie. Je ne regrette pas les leçons apprises, et je ne regrette pas d'avoir finalement eu le courage de confronter mon passé et d'essayer de le transformer en quelque chose avec un but. Le secret que j'ai gardé pendant 40 ans est finalement sorti de l'ombre. Oui, c'était douloureux. Oui, il y a eu des conséquences, mais il y a aussi eu la libération. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, je suis assise dans mon petit appartement, regardant une photographie de Sophie à sa remise de diplôme de droit. Elle sourit, radieuse, pleine d'espoir et de potentiel. À côté d'elle se trouve une version plus jeune de moi, souriant ici, mais avec des yeux qui portent le poids de secrets non dits. Cette femme sur la photographie n'existe plus. Elle a été remplacée par quelqu'un de plus âgé, de plus sage, de plus honnête, quelqu'un qui comprend que la rédemption n'est pas une destination que vous atteignez, mais un processus continu de choisir de faire mieux. Les murs de la cave de Sophie ne gardent plus de secrets sombres. Le coffre azurique est vide, et moi, pour la première fois en 40 ans, je pus dormir sans me réveiller en panique, me demandant quand tout va s'effondrer, parce que ça s'est déjà effondré. Et nous avons reconstruit. Pas de la même façon, pas sur les mêmes fondations faibles, mais sur quelque chose de plus fort, quelque chose construit sur la vérité, aussi imparfaite que cette vérité soit. C'est mon histoire. Elle n'est pas exemplaire. Elle n'est pas inspirante de façon traditionnelle, mais elle est réelle. Et peut-être, juste peut-être, ma volonté de la partager, d'être honnête sur les chemins sombres que j'ai empruntés, peut aider une autre personne à éviter les mêmes pièges, ou au moins à comprendre que même quand vous vous perdez complètement, même quand vous construisez votre vie sur des mensonges et la peur, il est toujours possible de trouver un chemin de retour envers qui vous étiez avant, parce que cette personne est perdue pour toujours, mais vers le nouveau, quelqu'un de meilleur. La cave n'était qu'une cave, les murs n'étaient que des murs, mais ce qu'ils représentaient, les secrets qu'ils contenaient, les peurs qu'ils symbolisaient, étaient bien plus. Et quand ma fille a chuchoté cette nuit sombre, qu'il n'avait aucune idée de ce qui se cachait derrière ces murs, elle avait raison, de façon qu'elle ne comprenait même pas complètement, parce que ce qui se cachait là n'était pas seulement une pièce secrète ou un plan intelligent. C'était 40 ans de force survécue, de leçons apprises de la façon la plus difficile, d'une mère et d'une fille qui ont refusé de rester victimes. Et ça, à la fin, c'est plus puissant que n'importe quel argent que j'ai jamais caché, n'importe quel secret que j'ai jamais gardé. Nous sommes des survivantes, toutes les deux. Et tant qu'il y aura du souffle dans nos corps, nous continuerons à survivre, à apprendre, à grandir, et juste peut-être, à rendre ce monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé. C'est la vérité qui était cachée derrière ces murs. Pas de l'or ou de l'argent ou du pouvoir, juste nous, dans toute notre imperfection humaine, notre résilience et notre refus final d'être définis par les pires moments de nos vies. Et c'est plus que suffisant.